One night to speed up truth. We had a promise made. Four hands and then away. Both under influence. To call we had divine sense. To know what to say. Mind is a razor blade. To call for hands of above. To lean on. Would it be good enough? Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à notre invitation pour ce webinaire. Un webinaire un peu particulier puisque pour la première fois, eh bien, nous allons mettre en avant trois projets, trois innovations intéressantes en assurance. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas forcément parler de nos sujets courants, de nos sujets techniques actuariels traditionnels, mais ayant travaillé avec ces partenaires et ayant pu apprécier leur innovation, nous avons souhaité aujourd'hui vous les partager pour que vous puissiez également apprécier la valeur ajoutée que ces innovations pourraient apporter dans vos organismes. Donc, c'est ce webinaire assez particulier. On va recevoir donc trois partenaires. On est ravis d'accueillir aujourd'hui la startup Zion, représentée par Anne Rebullet, qui va nous parler de Callbot et de savoir comment mettre en œuvre opérationnellement ces Callbots. Ensuite, nous accueillerons Simut, le groupe Simut, et Frédéric Desbois, qui nous parlera de marketing prédictif et de savoir comment utiliser cette technique pour travailler sur la résiliation infra-annuelle qui va toucher les organismes santé plus particulièrement. Enfin, nous sommes également ravis d'accueillir la société UB Partner, représentée par Steve Berda, qui va nous présenter finalement comment les organismes d'assurance vont pouvoir recycler les données réglementaires, les données qui sont produites au format XBRL et recycler ces données notamment pour le pilotage. Donc, merci à tous les trois d'avoir répondu favorablement à notre sollicitation et de pouvoir partager avec nous vos projets et vos innovations. Alors, juste avant de démarrer, de passer la parole à Anne de chez Zion qui va nous parler donc de Callbot en assurance, je vous partage juste quelques mots de notre actualité. Alors, pour vous dire qu'on démarre notre 9e saison actuellement depuis le 1er octobre, une saison qui démarre plutôt très bien pour nous. On est une trentaine de collaborateurs. On travaille sur un certain nombre de sujets. On avait pour objectif cette année de travailler davantage et de nous diversifier, notamment sur les formats de régie pour pouvoir aussi adresser ce type de sujet auprès de nos clients, ce que nous avons déjà commencé à faire depuis le mois d'octobre. Donc, on est ravis de ce démarrage et voilà, on est aussi donc bien sûr à votre disposition pour partager sur vos projets courants dès que vous en aurez besoin. Alors, je ne sais pas si côté technique, Anne, tu es prête. Est-ce que tu peux prendre la main du coup sur le partage de ton écran? Parfait. Et alors peut-être juste aussi réactiver ton micro, parce que je crois qu'il n'est pas activé. Comme ça, tout le monde pourra entendre.
Est-ce que vous Oui, m'entendez? là c'est bon. Parfait. Oui, super. Hop, je mets en mode plein écran, c'est OK pour l'écran? Oui, c'est en train d'arriver, mais le mode diaporama va se lancer. C'est bon. Allez, c'est parti. Merci beaucoup, Franck, tout d'abord de m'avoir permis de m'avoir invité à ce webinaire et d'avoir permis de présenter Zion. Donc, moi, je vais vous emmener dans l'univers de la relation client ce matin. Et donc, Zion est une solution de relation client augmentée par l'intelligence artificielle et donc, effectivement, plus communément appelée Callbot. Alors, avant de rentrer dans le détail de la solution, je voulais vous partager un constat que l'on a fait chez Zion et le pourquoi en fait de la création de notre société. J'en profite pour vous dire que Zion est une start-up, une vieille start-up maintenant parce que nous avons 4 ans. Et donc, au travers de ce constat des appelants qui sont encore malheureusement trop frustrés par la qualité de service de leur centre de contact, on constate en effet que 60% des Français privilégient encore le téléphone, malgré tous les développements digitaux qui peuvent être faits dans ce sens au niveau de la relation client, que 65% des clients refusent d'attendre plus de 2 minutes avant de parler à un conseiller, que 2/3 des clients indiquent être insatisfaits du traitement de leur demande et considèrent d'avoir besoin de se répéter constamment. Et ça est très irritant pour eux. Effectivement, on sait qu'avant de joindre un conseiller, souvent on passe par de l'attente, par des touches à presser, taper 1, taper 2. Cela peut être effectivement un gros irritant. Et que, enfin, 29% des Français sont prêts à changer de marque quand celle-ci ne dispose pas d'un service de relation client par téléphone. Donc, cela montre bien que les gens s'expriment encore beaucoup par le canal vocal et c'est tout l'enjeu de la solution Zion que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, qui sommes-nous? Je vous le disais à l'instant, nous sommes une scale-up qui a 4 ans. Nous sommes aujourd'hui 85 collaborateurs au sein de Zion avec des profils qui sont principalement constitués d'ingénieurs en intelligence artificielle conversationnelle et vocale, mais aussi des experts de la relation client. Nous comptons aujourd'hui 50 clients grands comptes dans tous les secteurs et nous traitons aujourd'hui plus d'1 million d'appels par mois avec nos callbots en production qui sont aux alentours de 120 aujourd'hui. Donc, effectivement, plusieurs callbots par client, généralement avec plusieurs cas de traitement que l'on peut automatiser, comme on le verra juste après. Et enfin, une présence à l'international qui est déjà en cours et qui s'accélère à compter de cette fin d'année 2021 et prévue également sur l'année 2022. J'en parlais tout à l'heure sur nos clients, donc je vous en ai présenté ici quelques-uns, à savoir qu'effectivement le secteur assurantiel reste pour nous un secteur porteur et sur lequel nous avons le plus de références, mais nous tentons et nous souhaitons effectivement nous diversifier dans d'autres secteurs, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Si je focus sur nos références assurances, elles ne sont pas toutes ici, mais ce que je voulais partager avant tout avec vous, c'est qu'effectivement, on travaille avec des références dans le secteur, tant des généralistes que des spécialistes, tant des courtiers que des gestionnaires en santé, par exemple. Et effectivement, plusieurs d'entre eux ont des activités dans la santé. Alors, notre offre fonctionnelle, elle est, comme je le disais tout à l'heure, omnicanal, mais bien sûr à prédominance vocale. Effectivement, nous avons démarré comme premier produit le callbot, mais on s'est rendu compte qu'effectivement, beaucoup de besoins aussi pouvaient émerger au travers d'autres canaux, comme le chatbot au travers des sites web ou encore le messaging bot, le tout dernier qui arrive sur le marché aujourd'hui au travers des messageries instantanées comme WhatsApp, par exemple. Mais vraiment, notre cœur de métier, j'insiste vraiment dessus, c'est le canal voix et c'est notre cœur de produit, notre cœur de métier. Alors, le callbot,
on peut s'en servir à plusieurs niveaux dans la relation client. Je vous parlais tout à l'heure du fameux SVI et de presser les touches, taper 1, taper 2. Bien avec un callbot, cette technologie peut disparaître. Elle peut en effet être remplacée par un welcome bot. Et donc, ce welcome bot, il va avoir plusieurs rôles. Le premier, ça va être de qualifier en langage naturel une demande, c'est-à-dire que le client appelle. La première question qu'on va lui demander, c'est la raison de son appel. Il va s'exprimer en langage naturel et le robot, le callbot, va comprendre la typologie, la qualification fine de son appel. Une fois la qualification réalisée, on va l'identifier pour confirmer son identité, bien sûr, l'authentifier pour des raisons de sécurité et d'authentification. Et ensuite, on transférera l'appel vers la bonne compétence. La bonne compétence, elle pourra être de 2 ordres. Soit elle sera une compétence robotisée, et là, on passe sur le second moment qui est le bot de traitement. Et donc, le bot de traitement a pour but effectivement de traiter toutes les demandes simples et à faible valeur ajoutée pour les conseillers, ou un bot de débordement. Et le bot de débordement, lui aussi, il peut prendre le relais en cas d'indisponibilité des conseillers, donc en cas de fermeture du service, puisque les conseillers, évidemment, ont le droit à un repos, bien mérité, ou en cas de fermeture du service le week-end, par exemple. Et donc là, avec ce callbot de débordement, cette fois-ci, on peut continuer à maintenir le canal téléphonique ouvert, même en cas d'indisponibilité des conseillers. Et puis sur les demandes à plus forte valeur ajoutée, eh bien là aussi, le callbot a son rôle à jouer puisqu'il peut effectivement préqualifier une demande, pré-traiter une demande et apporter du soutien aux conseillers. Et surtout, le client n'aura pas à répéter en fait tout ce qu'il aura partagé avec le bot, parce que l'intégralité de l'échange sera transmis au conseiller. Donc le conseiller pourra rentrer directement dans le besoin du client sans passer par les étapes de quelle est votre demande, qui êtes-vous, est-ce que vous pouvez me confirmer votre date de naissance, votre adresse, etc. Tout ça, c'est le bot qui le fait, et la transition se passe très très bien entre le bot et le conseiller. Pour faire tout ça, on a également développé 2 plateformes. Donc, la première, c'est le Bot Center. Comme son nom l'indique, c'est la solution de pilotage et de suivi de la performance des bots. Donc, c'est une console qu'on met à disposition de nos clients en plus du produit, évidemment, pour suivre toute la partie statistique et analyse. Mais vous avez également accès en temps réel à la fois aux transcriptions écrites des conversations entre le bot et le client, et également à l'enregistrement audio de l'intégralité des conversations qui se passent. Et puis, une seconde plateforme qui est Zion Assistant. Zion Assistant, ce sera pour les plus aguerris et les plus technophiles d'entre vous qui vous souhaiteraient prendre la main sur la création de conversations. Et là, effectivement, nos équipes se feront un plaisir de vous accompagner pour ceux qui le souhaitent, parce que sinon, on peut garder la partie construction, bien sûr, dans les équipes de Customer Success chez nous. Mais effectivement, il est tout à fait possible de faire un transfert de compétences et de vous accompagner dans la réalisation de vos futures conversations et cas d'usage au travers de cette plateforme Zion Assistant. Au-delà de nos produits, nous avons un Zion Lab qui est très actif. Il est composé de 13 personnes qui travaillent activement tous les jours sur le développement et la R&D, la recherche et développement de nos produits. Cela nous permet de travailler effectivement sur des technologies propriétaires. Et donc, nous travaillons effectivement sur toute la partie reconnaissance vocale, toute la partie intelligence également artificielle, et également la partie intelligence émotionnelle que je vais vous détailler juste après. Alors, toutes ces technologies du Zion Lab nous ont permis de construire et de travailler à la constitution de... Hop, j'ai mes slides qui bougent tout seuls. Pardon, j'ai mes slides qui ont bougé tout seuls, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe, j'ai mes slides qui se bougent tout seuls. Bonjour. Mais que se passe-t-il? Bonjour. Peut-être, Anne, de sortir du mode Oui, voilà, diapo et de revenir sur la diapo. je vais revenir dessus. Hop, Ouais. voilà. Je vais rester comme ça pour le moment. Donc, effectivement, je vous disais, nous travaillons sur des offres dédiées
par secteur. Donc, effectivement, c'est grâce à notre équipe de R&D que nous pouvons construire des corpus dédiés. Donc, en l'occurrence, nous en avons un sur l'assurance. Comme vous le voyez, vous allez retrouver ici le Welcome Bot qui va permettre du coup de comprendre l'intégralité des demandes du secteur assurantiel. Effectivement, notre expertise depuis 4 ans et nos millions d'appels traités depuis nous permettent justement de travailler à la constitution de ces corpus. Cela facilite effectivement la mise en place des bots et leur capacité de compréhension. Et puis également les bots de traitement. Donc, nous pouvons intervenir sur plusieurs grandes thématiques que vous voyez également sur la partie traitement et en particulier sur la gestion santé. Et donc là, nous avons travaillé également à la spécificité du secteur santé. Et donc, comme vous le voyez ici, nous avons effectivement travaillé sur le même principe, mais un niveau encore plus fin, dédié ici à l'assurance santé. Donc, nous avons de la même façon travaillé sur le callbot et sur le corpus pour comprendre l'intégralité des demandes et également travaillé aujourd'hui à différentes automatisations de cas d'usage que nous maîtrisons parfaitement et donc sur lesquelles nous pouvons vous faire un certain nombre de recommandations et sur lesquelles nos équipes sont très aguerries pour une compétence à mettre en place facilement ces différents cas d'usage. Donc, vous allez retrouver tout ce qui va traiter des remboursements, par exemple, de la réédition de documents, de la prise en charge hospitalière, tout un tas de choses et je vous en ferai écouter quelques enregistrements juste après. Pour finir sur notre offre, on n'arrive pas à passer. Voilà. Je voulais un petit mot sur l'intelligence émotionnelle que je vous décrivais dans le Zion Lab juste avant. Pour nous, c'est une vraie différence parmi les acteurs du marché. En effet, au niveau du Welcome Bot, par exemple, on est capable aujourd'hui d'identifier au-delà, je vous parlais tout à l'heure de la qualification de la demande et de l'identification et authentification du client. Aujourd'hui, on peut aller plus loin que ça. Et donc, on peut travailler sur la détection du sexe de l'appelant, de sa tranche d'âge et également de certaines émotions sur la partie paralinguistique. Sur le linguistique, c'est facile, c'est notre métier, et donc effectivement, au travers de la transcription des mots, on peut effectivement connaître un certain nombre de choses, mais la vraie révolution de cette intelligence émotionnelle, c'est qu'on ne s'appuie pas sur des mots, mais bien sur le paralinguistique, donc sur l'émotionnel. Aujourd'hui, on maîtrise la colère, mais nous travaillons dans ces prochaines semaines, à également la détection de l'agacement, du stress ou encore de la peur, mais aussi des émotions plus positives comme la satisfaction et l'insatisfaction, ce qui permettra d'enrichir toute la partie statistique décrite dans le Bot Center juste avant. Enfin voilà, qu'est-ce que vous apportera l'intelligence émotionnelle? C'est effectivement mieux connaître le profil de vos clients, donc la segmentation par sexe, par âge, plutôt que de faire des analyses ou des pickings ou encore des croisements sur des CRM ou des tagages d'appels. Là, toutes les informations seront déjà embarquées dans le pilotage statistique et également mieux comprendre la voix de vos clients sur l'analyse de leurs irritants dans le parcours qui auront provoqué, pourquoi pas, de la colère ou encore de l'analyse des impacts au niveau du service et de la satisfaction client. Ce que je vous propose, alors je vais rester peut-être dans ce mode-là parce que les diapos défilent toutes seules. Je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous faire écouter 3 petits enregistrements. Alors, je vais vous les présenter rapidement. Nous avons un cas d'usage de la gestion de remboursement qui se fait après un Welcome Bot, donc chez notre client Génération. Donc, vous allez entendre effectivement un accueil qui peut ressembler à un accueil classique, mais la personne va manifester le besoin de suivre ces remboursements. Donc là, nous allons avoir un combo Welcome Bot plus bot de traitement sur les remboursements. Ensuite, je vous jouerai la prise en charge hospitalière d'Apicil qui, eux, à l'inverse de Génération, n'ont pas de Welcome Bot, c'est-à-dire que la prise en charge hospitalière, ils ont fait le choix, en tout cas encore à aujourd'hui, de conserver leur SVI et la prise en charge hospitalière est cachée derrière une des touches, un des choix de touches du SVI.
Et puis, je vous ferai également écouter une petite réédition de documents qui est aussi un cas d'usage extrêmement fréquent que nous rencontrons chez nos clients. J'espère, je vais compter sur Franck pour me faire un petit signe pour m'indiquer si effectivement on entend bien le son et je vous récupère juste après. Alors, c'est parti. Bonjour et bienvenue chez Génération. Je suis Gwen et je suis là pour orienter au mieux votre appel. Je vous informe que dans le cadre de notre démarche qualité, cet appel peut être enregistré. Êtes-vous un adhérent Génération? Oui, Très bien. Que puis-je faire pour vous? via les derniers remboursements. Avez-vous déjà adressé votre demande de remboursement à Génération? Oui, J'ai deux actions à vous proposer, soit connaître les derniers remboursements effectués par Génération, soit suivre une demande en cours. Que souhaitez-vous faire? suivre les derniers remboursements. Préférez-vous recevoir un relevé ou écouter vos derniers remboursements? Écoutez mes derniers remboursements. Très bien. Je vais vous faire écouter vos remboursements. Pouvez-vous m'indiquer votre numéro d'adhérent, s'il vous plaît? Je vous écoute. 111 32 10. Votre numéro d'adhérent est le 11 13 21 0. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Pouvez-vous me donner la date de naissance du titulaire du contrat? 28 avril. Bienvenue Marc. Si vous le souhaitez, vous pourrez m'interrompre entre chaque remboursement. Si vous êtes prêt à écouter ces informations, dites simplement « Allons-y ». Allons-y. Pour le soin du 16 juin 2020, nous vous avons remboursé 225,75 € le 23 juin 2020. Pour le soin du 16 juin 2020, nous vous avons remboursé 2,39 € le 23 juin 2020. Pour le soin du 12 mars 2020, nous vous avons remboursé 6,90 € le 18 mars 2020. Pour consulter l'ensemble de vos remboursements, vous pouvez vous connecter à votre espace adhérent, rubrique « Mes remboursements ». Souhaitez-vous que je vous envoie un lien vers l'historique complet de vos remboursements? Oui, Souhaitez-vous recevoir le lien par email ou par SMS? par email. Merci de patienter pendant que je génère votre lien sécurisé. Le lien vous a été envoyé sur l'adresse email que vous nous avez communiquée. Puis-je faire autre chose pour vous? Non, c'est bon. Je vous remercie de votre appel. Bonne journée. Alors malheureusement, je ne peux pas vous interroger sur ce que vous en avez pensé. En tout cas, j'espère que ça vous donne un premier aperçu de ce qu'on peut faire avec une conversation, en sachant que globalement, c'est exactement le type de conversation qu'on peut retrouver classiquement entre un humain et un adhérent. Alors, je vois que le temps passe un petit peu. Je vous propose de passer directement à la partie réédition, juste avant de conclure, pour vous donner un autre aperçu effectivement de ce qu'on peut faire avec un bot. Et je vous reprends également juste après. Bonjour, je suis Lucie, votre assistante virtuelle. Merci de m'indiquer le document que vous souhaitez rééditer. Je vous écoute. Carte d'assuré. Votre numéro de téléphone m'a permis de vous identifier. Est-ce que vous appelez pour le dossier de Monsieur Gabriel? Oui. Merci de me communiquer la date de naissance du titulaire du contrat. Je vous écoute. 20-80. Souhaitez-vous que je vous renvoie votre carte de tiers payant? Oui. Votre adresse postale est bien 2 chemins en Blainville? Oui. Très bien, je fais le nécessaire. La carte vous parviendra sous quelques jours. En attendant, vous pouvez en rééditer un duplicata sur le site web april.fr, rubrique espace assuré. Je vous remercie et vous souhaite une agréable journée. Voilà pour la démo. Du coup, il me reste 2 petites minutes pour vous présenter rapidement les bénéfices et le ROI de la solution.
Rapidement, effectivement, 3 bénéfices clés d'un parcours omnicanal et sans couture. On voit qu'effectivement, les sources de bénéfices sont principalement l'amélioration de l'expérience client. On voit au travers du rapport Forrester qui est récemment paru, effectivement une amélioration de la satisfaction utilisateur de 61% quand effectivement on peut utiliser un parcours client omnicanal. L'amélioration de l'expérience collaborateur optimisée de 68% et effectivement des gains de productivité financiers avec effectivement le combo de l'intégralité des canaux pour une même demande. Et donc, c'est ce que nous proposons au travers de la solution Zion. Et plus spécifiquement, les bénéfices de la solution Zion vous permettent d'une part de réduire drastiquement vos coûts opérationnels. En effet, on estime à peu près une économie de 30% du nombre d'ETP nécessaires au traitement de la relation client avec la mise en place d'un bot et la division par 6 des coûts de traitement sur des demandes simples. En effet, un bot coûte beaucoup moins cher qu'un humain. Mais tout cela étant toujours dans une perspective d'hybridation de la relation client. Ce n'est pas les robots d'un côté et le conseiller de l'autre. On est bien dans une uniformité de traitement et un duo de choc, si je puis dire. Enfin, des gains de productivité qui peuvent être également constatés et donc du coup des gains financiers associés et aussi de l'amélioration satisfaction client et collaborateur que nos clients mènent très très régulièrement soit à chaud après un échange avec un bot, soit au travers d'enquêtes à froid, c'est-à-dire un petit peu plus, enfin quelques jours après un échange. Et on voit qu'effectivement, les conseillers sont finalement heureux d'avoir un bot comme nouveau collègue qui les décharge des demandes à faible valeur ajoutée ou qui pré-traite un certain nombre de sujets. Et enfin, la satisfaction client qui augmente de 10 points de NPS en moyenne avec la mise en place d'un bot. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Je reste à votre disposition si vous avez des questions. Ah oui, effectivement. Merci beaucoup, Anne, pour cette présentation. Effectivement, vous avez la possibilité de passer par le fil Zoom de questions-réponses si jamais vous souhaitez interagir avec nos conférenciers du jour. Alors peut-être en attendant qu'une question arrive, Anne, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu comment ça se met en œuvre opérationnellement et quel timing, quel délai sous quel délai on peut mettre en place ce type de solution chez un assureur? Bien sûr. Alors, le timing est assez court, en fait. On a des calendriers d'implémentation classiques qui sont globalement respectés entre nos clients et nous. Le calendrier pour la mise en place d'un bot, c'est environ 6 à 8 semaines en fonction de sa qualité, soit un welcome, soit un bot de traitement, dans lequel on va cadencer un certain nombre d'étapes. Et puis, ensuite, on passera par une phase de pilote ou plutôt d'observation qui dure entre 3 à 4 semaines. Alors, très honnêtement, sur la partie santé, ça dure beaucoup moins longtemps parce qu'on maîtrise très, très bien le corpus, comme je vous l'ai indiqué un petit peu plus tôt. Et donc, du coup, on se garde toujours une petite période pour effectivement faire les derniers ajustements de machine learning qui seraient nécessaires. Et puis, voilà, au bout de 9 semaines, on va dire, enfin, un petit peu plus, allez, 12 semaines grand maximum, nous pouvons considérer que nous sommes run et donc en capacité de pouvoir passer toute la partie pilotage dans les mains de nos clients et voire même procéder au transfert de compétences comme je l'indiquais sur Zion Assistant tout à l'heure. Ok. Et du coup, imaginons un organisme d'assurance souhaite mettre en place cette solution. Quelles ressources en interne il va devoir mobiliser pour collaborer avec les équipes Zion? Alors, on ne prend pas beaucoup de temps ni beaucoup de bandes passantes des profils chez nos clients. En revanche, on a vraiment besoin d'avoir quelqu'un du métier de la relation client qui va effectivement, avec lequel on va co-construire les conversations. Le but étant de coller à vos process et à vos wordings. Et effectivement, on va avoir besoin aussi de la collaboration des équipes techniques pour procéder aux intégrations nécessaires entre vos outils et notre solution.
Très bien. Mais merci beaucoup, Anne, pour ces précisions et pour ta présentation sur ce projet très intéressant. Merci à vous. Merci de m'avoir écouté, encore une fois, de m'avoir invité et je reste à votre disposition si vous avez plus de questions sur la solution Zion. Merci. Du coup, on va passer effectivement à notre seconde intervention, celle de Frédéric Desbois de chez Simut, qui va nous présenter effectivement comment on peut utiliser le marketing prédictif dans le contexte de la résiliation infra-annuelle, notamment pour les organismes de santé. Frédéric, c'est à toi. Est-ce que Franck, tu peux me confirmer que le mode présentation fonctionne et que tu m'entends On correctement? voit bien tes diapos et on t'entend parfaitement. Très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci au cabinet actuel de nous accueillir pour ce webinaire. C'est un plaisir de pouvoir avoir une audience et de parler de ce qu'on fait. Donc, je vous propose une séquence, effectivement, où nous allons parler de machine learning en réponse à un dispositif réglementaire qui est la loi Legendre. Pour ce faire, on va reprendre un tout petit peu de hauteur avant de rentrer dans notre cas d'usage sous StarWeb et ça va être la continuité de ce qu'a pu présenter Anne. On va parler tout d'abord de connaissances clients. Voilà, donc ça a quand même été notre objectif, notre objectif premier lorsque nous avons voulu mettre en place ce service. Après, je vous indiquerai quels sont les usages de ces outils de machine learning et plus précisément dans notre cas de marketing prédictif. Enfin, je vous expliquerai assez simplement comment ça fonctionne et comment ça se met en place. Et on arrivera sur notre cas d'usage, sur le cas d'usage que nous avons mis en place pour nos clients dans le contexte de StarWeb. Donc, nous avons travaillé avec une société qui s'appelle Afterdata, qui est une société spécialisée dans ce machine learning. Laissez-moi prendre juste une petite minute pour vous expliquer, pour vous présenter notre structure. Donc, effectivement, je travaille pour le Simut. Nous proposons une solution qui s'appelle StarWeb. Donc, nous proposons des produits et des services spécialisés dans le domaine de l'assurance et la santé, en mode SaaS. Donc, on a 45 ans d'expérience, donc ça va être difficile pour moi de dire qu'on est une start-up. Voilà, on est quand même un peu plus institutionnel dans le secteur et on a travaillé exclusivement dans l'assurance de personnes. Notre métier principal, c'est l'édition et l'agrégation de produits et services pour aujourd'hui une trentaine de clients que sont des mutuelles relevant du code de la mutualité, des mutuelles d'assurance et des délégataires de gestion. Ces produits et services sont soit développés par nos équipes, et en l'occurrence des équipes édition dont je m'occupe, soit ce sont des produits qui viennent de l'InsurTech ou de partenaires institutionnels de groupes de protection sociale. Donc là, ça va vraiment être notre cas d'usage aujourd'hui, puisqu'effectivement, nous avons mis en place ce service avec notre partenaire Afterdata et le proposons à nos membres et en interface avec notre système StarWeb. Donc aujourd'hui, on est 80 collaborateurs et en termes de dimensionnement, on a à peu près 2 millions de personnes protégées qui utilisent l'intégralité de nos produits et services. Là, si je prends l'intégralité des produits et des services proposés par le Simut. Venons-en au vif du sujet. On parlait de connaissances clients. Donc Anne l'a très bien exposé. Donc je vais continuer sur un prisme peut-être un peu différent. Je vous le disais, c'est notre vecteur principal, la connaissance adhérent en 2021 ou la connaissance client. Et je pense que vous le savez mieux que moi. Aujourd'hui, la connaissance client est un facteur clé, je dirais, de la fidélisation. Donc cette connaissance client est un élément essentiel pour votre portefeuille. Et aujourd'hui, on est obligé de constater que cette relation adhérent, elle devient distancielle. Avant, cette connaissance client, on pouvait l'attraper par des contacts en agence ou des interactions téléphoniques, puisque les outils digitaux, il y a quelques années, n'étaient pas au niveau de maturité d'aujourd'hui. Bon, ça, c'était il y a quelques années. Aujourd'hui, la communication digitale, le self-care, c'est quand même sérieusement développé. Donc, on est forcé de constater que les interactions entre les conseillers et les adhérents des mutuelles sont de plus en plus limitées. Et si on rajoute par-dessus ça le Covid, je pense que voilà, on est au bout d'une communication qui devient très, très digitale. Donc ça, c'est le premier constat. Donc la relation est de plus en plus distancielle. Et d'un autre côté, jamais on a eu autant d'informations sur nos adhérents. Aujourd'hui, nos systèmes d'information assurent un niveau de traçabilité qui permet de suivre, je dirais presque le cycle de vie d'un adhérent. Les systèmes d'information intercommuniquent. Donc, on a vraiment une source d'information relativement importante. Mais force est de constater qu'une fois qu'on prend ces deux éléments, eh bien, pour les plateformes de relations adhérents, être en capacité de compiler toutes ces données et d'en faire, d'en sortir l'essentiel et de deux, maintenir ces communications digitales avec les adhérents, nécessite un effort qui n'est pas forcément en adéquation avec les moyens des mutuelles aujourd'hui. Donc l'effort est potentiellement trop important pour maintenir cette connaissance client. Et on sait très bien que si on parle de résiliation, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, quand on parle de résiliation, ça se passe généralement quand il y a un changement dans la vie de l'adhérent, un changement professionnel, un changement de situation familiale, un déménagement, des choses comme ça. Si vous êtes présent à ce moment-là, vous allez pouvoir
apporter votre devoir de conseil. Et globalement, c'est ce que votre client attend, que vous l'aidiez dans ce changement de situation en lui proposant des offres plus adaptées. Par contre, si vous n'êtes pas là, vous avez effectivement un risque que celui-ci aille, et Dieu sait qu'il est sollicité, aille sur le web ou tester des comparateurs et potentiellement dénoncer réaliser un acte de résiliation. Donc, il est vraiment important d'être présent au moment de changement de situation dans la vie d'un adhérent. Et donc, face à cette problématique globale, aujourd'hui, il y a des outils numériques qui existent. Donc, Anne en a exposé un et on voit bien la puissance de ces outils Callbot. Aujourd'hui, il y a des outils numériques qui sont suffisamment mûrs et suffisamment puissants pour, je dirais, augmenter la performance des plateformes de relations adhérents, tout en augmentant la valeur, je dirais, de l'interaction qu'il y aurait entre un conseiller et son adhérent. C'est ce que Anne a dit, vous allez dire que je reprends pas mal les propos de Anne, mais il y a un principe d'hybridation. Ces systèmes ou ces outils numériques vont chercher à aider le conseiller dans la valeur ou dans la qualité de la réponse qu'il va pouvoir apporter à son adhérent. Donc voilà, je dirais le portrait global et l'objectif principal que nous avons poursuivi dans le cadre de la mise en place de ce service. Donc, c'est des services aujourd'hui de machine learning, on en a parlé tout à l'heure. Notre pipe aujourd'hui est plutôt associé à du marketing prédictif. Et ces marketing prédictifs servent 3 objectifs principaux, qui sont des questionnements du secteur de l'assurance. Donc, assez simplement, la partie conquête, donc ça, je pense que tout le monde les comprend, qui va plutôt travailler sur un portefeuille de suspects et de prospects, comment je cible au mieux mes actions commerciales pour en avoir la meilleure performance possible. Le deuxième point, c'est l'upselling, donc c'est le multi-équipement. Comment je peux aider mon client en lui proposant un service adapté à ses besoins et potentiellement en complétant son offre par rapport à son niveau d'équipement du jour. Et le dernier, qui est vraiment le point qui nous intéresse le plus aujourd'hui, la résiliation. Comment j'accompagne mon client et comment je détecte des signaux faibles, je dirais, de mécontentement, si on peut dire ça comme ça, d'adhérents. Donc, c'est les 3 questions principales traitées par ces outils de marketing prédictif. Vous imaginez bien que par rapport à la donnée, on peut aussi imaginer des services de fraude ou autres services apportant de la valeur. Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur cet objectif de résiliation. Le principe de fonctionnement des outils de machine learning, alors je ne vais pas vous faire un cours sur l'intelligence artificielle, je vais juste vous expliquer la façon dont ça marche. Donc, le machine learning, c'est une machine qui apprend. Donc, on est bien dans un système d'apprentissage. Pour que cette machine apprend, il faut qu'elle collecte des données. Donc, ça paraît assez simple comme ça, mais dans le principe, il faut donner des données à ces systèmes d'information, des données structurées, des données non structurées. Dans notre cas d'usage, on est plutôt sur des données de gestion, donc des données structurées, mais voilà, on a les 2 sources possibles. Les outils de machine learning, quelque part, vont analyser les données passées. L'objectif, c'est qu'elle se forge une expérience, c'est qu'elle acquiert de l'expérience sur la base des données constatées sur une antériorité de 2 ans, par exemple. Donc, ça veut dire que très concrètement, dans notre cas de résiliation, on va fournir 2 ans d'ancienneté de données, avec bien entendu les informations de contrat et de fin de contrat pour que les outils et les algorithmes puissent identifier des traits communs face à la survenance de ces situations. Et ces traits communs vont quelque part bâtir un modèle de référence et vont définir une expérience donnée pour cet outil ou pour cet algorithme. Et ensuite, de façon régulière, on va venir fournir à ce modèle des données courantes, donc des données de personnes qui ont des contrats actifs. Et le système, sur la base de cette expérience, va venir identifier des comportements et quelque part donner une prévision ou une prédiction d'une survenance d'une situation. Donc voilà le principe général. C'est-à-dire que globalement, vous avez un entraînement d'un modèle sur la base de données passées. Ensuite, vous allez l'utiliser de façon courante. Et il y aura des séquences de réentraînement au fil du temps, parce que bien entendu, les données sont de plus en plus riches et globalement, les systèmes se réentraînent à fréquence variable en fonction des objectifs poursuivis, mais par trimestre ou tous les semestres, il y a un réentraînement des modèles. En complément de ces informations d'apprentissage, on va venir croiser d'autres données. Donc là, le slide d'avant, je parlais de données santé, parce que c'est de ça dont on parle aujourd'hui, mais quelque part, ces outils d'analyse de la donnée vont venir être
venir se compléter par des données des open data. On pourrait prendre, par exemple, si on est sur notre exemple là, des statistiques de déménagement par région qui pourraient venir je dirais, affiner la prévision et la prédiction des données clients, mais on peut imaginer d'autres choses dans d'autres contextes. Donc, en tout cas, il y a toute une bibliothèque de données ouvertes qu'on peut exploiter et coupler avec ces données clients. Associé à des règles de gestion, c'est ce que je vous indiquais sur le slide précédent, associé à des règles métiers et des règles de gestion, eh bien, on va pouvoir définir une prédiction. Notamment, là, on est sur le score prédictif de la résiliation. Eh bien, quel est le pourcentage de survenance d'une résiliation pour un adhérent donné? Donc, ça va être ça, le résultat concret, avec l'explicabilité de ce résultat, et potentiellement, en deuxième niveau, une prescription ou une prescription d'action permettant d'éviter cette survenance de situation. Donc, voilà. De fonctionnement. Voilà, je pensais que j'ai dû avoir une petite coupure. Je pense que ça fonctionne. OK. J'ai une petite coupure audio. Je vérifie si jamais vous ne m'entendez pas. Je pense que j'aurai un petit signe de la part de Franck. On t'entend bien, Frédéric. Très bien. Parfait. J'ai vu des trucs clignoter, j'étais un peu inquiet. Donc voilà pour le principe de fonctionnement. Je reste à un niveau volontairement au-dessus de l'algorithmie, parce que c'est notre sujet aujourd'hui, c'est bien effectivement de rester sur la partie métier. Donc, voici quelques principes de fonctionnement. Là, on va en arriver sur notre cas d'usage que nous avons mis en place avec nos clients. Donc, on est effectivement très concrètement sur l'application à la loi Legendre. Donc, la loi Legendre, je pense que vous la connaissez, mais je vous le dis quand même, c'est une extension de la loi 11 Assurance Santé. C'est très concrètement la possibilité pour un adhérent de résilier son contrat d'assurance santé après un an d'ancienneté, sans motif et avec, je dirais, 30 jours de préavis. Forcément, ça a été un peu anxiogène au moment où c'est arrivé. Ça veut dire que ça transforme un petit peu la relation adhérent, puisque nos clients se posent la question d'une éventuelle volatilité des adhérents, d'une versatilité, d'une nécessité. Là où avant, on avait plutôt une fréquence annuelle de renouvellement, une nécessité d'être présent tout le temps, de connaître son adhérent tout le temps et de pouvoir agir en cas de survenance d'événements dans la vie d'un adhérent. Donc, ça a forcément inquiété, je vais dire ça comme ça, inquiété les mutuelles en termes de suivi de la relation adhérent, puisque globalement, ça peut nuire à la performance de la mutuelle. Aujourd'hui, acquérir un nouvel adhérent, ça coûte entre 400 et 1000 euros. Bon, il y a à peu près autant de chiffres que de mutuelles, mais voilà, ça donne une fourchette. Acquérir un adhérent, ça a un coût. Si au bout d'un an, votre adhérent il s'en va, ça nuit forcément à la performance de la mutuelle. Donc le coût de la résiliation, c'est plutôt le coût d'acquisition, est quand même quelque chose qui peut nuire très fortement à la performance de la mutuelle. Et le deuxième point qui est un peu plus technique, c'est effectivement ces outils viennent augmenter la performance des plateformes de relations adhérents et donc indirectement améliorer leur performance. Donc l'ensemble permet de servir la performance de la mutuelle. Donc très concrètement, qu'avons-nous mis en place? Donc là, c'est vraiment associé à nos membres et à nos clients. Donc nous avons exploité l'entrepôt de données StarWeb. Donc c'est notre outil que nous proposons à nos membres, qui a une structure identique pour tous les clients. Nous avons une seule solution et une seule version pour l'intégralité de nos clients. Nous avons utilisé des données structurées. Nous sommes principalement sur des données associées à de la relation adhérent et sur des données de gestion, puisqu'on est quand même sur la résiliation. Donc, nous avons exploité très concrètement des données de personnes, des données de la famille, de l'évolution de leur situation. Donc, c'est assez pratique tout ça, mais dans le principe, c'est ça quand même qui influe. Donc, l'évolution de la situation familiale, des informations sur les cotisations, donc les primes appelées et l'évolution de celles-ci d'un mois sur l'autre, des informations sur les restes à charge prestations sur les postes principaux, donc la santé, les soins simples, le dentaire, l'optique, l'audio et puis l'hospitalisation. Donc, l'évolution de ces restes à charge qui peuvent être quelque part un élément qui peut amener un adhérent à aller
regarder d'autres mutuelles, même si aujourd'hui c'est très normé. En tout cas, c'est des éléments qui peuvent amener à une résiliation. Et enfin, 2 points qui paraissent forcément simples, mais il faut les avoir dedans. Le suivi des demandes, donc c'est typiquement toutes les interactions que vous pouvez avoir avec vos adhérents. Et bien entendu, en complément de ces demandes, les réclamations. Voilà, bon, là, c'est pas assez simple, mais s'il y a des réclamations, forcément, on peut imaginer qu'il va se passer quelque chose, quoi. Donc voilà, c'est des éléments assez pratiques de gestion et de relations adhérents qui sont transmis à ce modèle de marketing prédictif. Et ce modèle s'exécute. On fournit les données tous les mois, s'exécute tous les mois. Par rapport à notre secteur d'activité et notre enjeu, une fréquence mensuelle est suffisante. Voilà. En fonction des enjeux, ça pourrait être une fréquence peut-être journalière ou hebdomadaire. En tout cas, par rapport à nos enjeux, une fréquence mensuelle est suffisante. Et donc, tous les mois, effectivement, on va avoir un score, une prévision de résiliation pour les populations gérées. Tout ça travaille bien entendu dans le respect du RGPD quand même. Je pense qu'on va être assez clair là-dessus. Il n'y a aucun débat sur le sujet. Et les outils de machine learning travaillent complètement sur des données banalisées. Donc, ce n'est que des informations, des identifiants techniques de personnes, ce n'est que des tranches d'âge, des zones géographiques, rien qui permet d'identifier une personne. C'est un élément important. Il n'y a aucune donnée à caractère personnel dans ces outils de machine learning. C'est vraiment de la statistique ou de la prévision qui est traitée. Très concrètement, là, j'ai un exemple de restitution dans les outils. Donc, vous pouvez restituer ça dans n'importe quelle application web. Aujourd'hui, dans notre offre, nous proposons un CRM, donc CRM de chez Effici. Donc, j'ai pris cet exemple-là, mais on peut imaginer une restitution différente avec des ergonomies différentes dans d'autres produits. Très concrètement, donc de façon mensuelle, comme je vous l'ai indiqué, effectivement, le système va venir identifier une prévision de résiliation. Ces informations vont remonter de façon synchrone via des API dans les systèmes CRM. Donc là, typiquement, sur l'exemple, vous voyez, j'ai identifié 10 clients à risque. Je passe assez vite parce qu'il y a peu de choses à lire. Quand on descend sur ces 10 clients à risque, effectivement, on voit effectivement ici la prévision d'attrition ou le risque de résiliation qui est affiché. Et si on va sur un détail, c'est ça qui est important. Je vais sur une personne, vous voyez ici, j'ai un risque d'attrition à 82%. Donc, j'ai une pop-up qui s'affiche directement dans la page pour que quelque part ce soit visible et que l'action soit traitée. Et au-delà du pourcentage, ce qui est important, c'est l'explicabilité. Donc là, typiquement, sur cet exemple, qui est un peu factice, mais bon, c'est l'exemple, 82% d'attrition, donc de risque de résiliation dans les 3 prochains mois, puisque cette personne arrive à l'échéance contrat, et surtout parce que cette personne a 3 réclamations qui ne sont pas traitées. Donc voilà, donc l'explicabilité est aussi importante que le pourcentage, puisque globalement, si vous donnez un pourcentage à des plateformes de gestion ou des plateformes de relations adhérents, mais vous ne savez pas dire pourquoi vous arrivez à ce pourcentage, l'action, elle n'est pas forcément plus simple à traiter. L'objectif, c'est bien que ces systèmes puissent compiler les différentes informations du système de gestion et rendre les quelques éléments clés à ces plateformes pour qu'elles puissent derrière engager les actions. Donc typiquement sur cette action-là, ça va être de traiter les réclamations. Je pense que c'est vraiment le premier enjeu. Et en suivant, interagir avec l'adhérent, pour mesurer effectivement son niveau de satisfaction et s'il est satisfait des réponses qu'on a pu lui faire sur ces différentes réclamations. Donc voilà la présentation assez générale de nos outils, assez pragmatique dans le CRM. J'en ai terminé. L'important, effectivement, ce qu'on termine souvent sur le ROI, vous voyez globalement dans ce type de restitution, sur les 10 clients à risque, vous allez pouvoir quand même cibler des actions. Et même si dans la réalité, vous n'arriverez à éviter une résiliation que sur 5 personnes sur 10, si on remet ça en regard de coût d'acquisition d'un adhérent, je pense que ces 5 actions sur ces 10 personnes ont une valeur ajoutée assez forte aujourd'hui en regard de ce coût d'acquisition. J'en ai terminé. Je suis à disposition pour des questions éventuelles. J'ai un tout petit peu débordé. Voilà, je vous remercie de votre attention en tout cas. Merci beaucoup Frédéric d'avoir présenté ce sujet aussi très intéressant. Peut-être une question sur justement la mise en place de ce type d'analyse. Quel est le délai moyen, combien de temps ça prend finalement pour mettre en place ce dispositif et arriver à pouvoir avoir ces analyses sur son propre portefeuille? Alors, je vais mettre nos adhérents, nos membres de côté, parce que quelque part, la solution, elle est déjà plutôt simple et mutualisée, donc c'est un peu différent. Dans un contexte standard, on est sur un délai de 3 mois entre le moment où on commence à parler.
Donc, avec notre partenaire After Data, bien entendu, hein, on est sur un des 3 mois au moment où on commence à parler, au moment où on peut mettre le service en place. Donc, c'est le délai moyen constaté, donc c'est assez rapide. En termes de mobilisation de ressources, vous allez avoir 2 typologies de ressources. Hein. Vous allez avoir des data scientists, hein, ou des gens qui connaissent la data, voilà, donc chez les clients, chez les mutuelles. Et en deuxième lieu, forcément des gens du métier qui vont savoir dire quelles sont les données pertinentes permettant, pouvant amener un acte de résiliation. Voilà, je vous en ai donné quelques-unes, hein, mais en fonction des contextes, ça va être ça les typologies de profils mobilisés sur le chantier. Ok. Par rapport à l'environnement technologique autour du sujet, il y a l'enjeu du CRM. Est-ce que du coup, ce type d'étude peut se plugger sur n'importe quel CRM? Oui, je l'ai un peu indiqué tout à l'heure. Donc, il y a des communications par API, donc sur des systèmes synchrones. À partir du moment où vous avez une appli web, potentiellement, vous pouvez restituer ces informations dans ces outils. Donc, effectivement, pour nous, le choix aujourd'hui, il était de le restituer sur le CRM. Nous avons une seconde restitution sur une seconde plateforme de relations adhérents qui est associée à notre système de gestion. Donc, à partir du moment où vous avez une appli web, vous pouvez le restituer. Et potentiellement, si vous n'avez pas d'appli web, ça peut être une restitution plus statique dans des systèmes décisionnels, hein, où vous avez de la donnée froide, avec forcément un niveau d'interaction un peu moins ergonomique quand même, on va le dire, un peu moins pratique, mais c'est possible aussi. D'accord. Ok. Et sinon, d'un point de vue, on va dire plus mesure d'impact suite aux mises en œuvre que vous avez pu mettre en place avec vos adhérents, est-ce qu'il y a des grandes tendances qui se dégagent? Est-ce qu'on arrive vraiment à bien utiliser cette technique pour justement anticiper et travailler sur de potentiels départs? Oui, il y a forcément une valeur sur la solution. Est-ce que la question est plutôt tournée sur l'impact de l'RIA directement? Oui. Alors, je m'appuie aussi sur After Data, qui a une expérience aussi sur le secteur, hein, avec lequel on partage des éléments. Aujourd'hui, il n'y a pas une fuite d'adhérents. Voilà, il n'y a pas une fuite d'adhérents, donc ça c'est plutôt rassurant. Par contre, il y a quand même un lissage. Voilà, il n'y a pas le pic qu'il y avait de façon annuelle sur les périodes passées. Par contre, il y a quand même un lissage de résiliation, mais il n'y a pas une fuite directe. Alors, l'intérêt de ces outils, c'est qu'on est suffisamment tôt, hein, parce que là, ça fait 1 an. Donc, on est suffisamment tôt et c'est maintenant qu'il faut le mettre en place. C'est maintenant qu'il faut l'avoir. À l'usage, est-ce que les gens vont réaliser qu'ils ont la possibilité de résilier? Je dirais les situations vont évoluer, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas eu de résiliation, une augmentation de résiliation suite à la mise en place de ce dispositif. D'accord. Ok, oui, c'est un peu aussi ce qu'on a pu percevoir de manière générale sur le marché. Souvent, on voit que les plus compensent les moins. Les sorties RIA sont potentiellement compensées par les arrivées RIA et que l'un dans l'autre, il y a pas effectivement une fuite massive du portefeuille des organismes de santé. Merci beaucoup Frédéric pour cette présentation. Et du coup, je propose à Steve, s'il est prêt, de prendre la main sur le partage d'écran pour justement nous parler de comment recycler les données XBRL, les données réglementaires pour le pilotage et le reporting de manière générale. Alors Steve, on voit apparaître tes diapos, on ne t'entend pas encore, on ne te voit pas encore non plus. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, parfait. On te voit, on t'entend. Merci. Merci de m'avoir invité, Franck. Donc, effectivement, on va parler de l'utilité d'exploiter ces données légales que sont les données XBRL. Donc, certains des participants ont eu quelques cauchemars quand ils ont vu arriver ce nouveau format, même s'il offre beaucoup d'avantages. Et donc là, je vais parler d'un de nos produits qui est une base de données XBRL et qui permet d'exploiter donc ces flux XBRL à des fins d'analyse. Juste avant de commencer en quelques mots UBPartner, on existe depuis 2011, donc on est un éditeur spécialisé sur le format XBRL et on propose des solutions
qui vont répondre à toute problématique de reporting au format XBRL. On a pris le parti, nous, donc on équipe déjà deux typologies de clients, on équipe des régulateurs et des remettants dans toutes les problématiques. Donc, on a un processeur qui est un processeur agnostique, donc qui va s'adapter aussi bien à une problématique d'assurance que bancaire, que de société cotée, par exemple, ou de greffe. On a des solutions, on a pris le parti, nous, dès qu'on a créé, de proposer des solutions simples de conversion XBRL qui sont basées sur Excel. Donc, depuis notre création, on s'est attaché à toujours cacher la complexité XBRL en tirant parti de tous les avantages qu'il proposait, en particulier la possibilité de pouvoir vérifier les données, puisque les référentiels avec XBRL sont publics et les règles de contrôle sont aussi publics, donc on peut vérifier une remise avant de la soumettre. On travaille avec le cabinet actuel depuis quelques années et au travers d'un mode portail où les équipes actuelles accompagnent les remettants pour la production du reporting de Solva 2, pour les ENS, pour produire donc les fameux QRT et au travers du portail où ils vont pouvoir convertir et surtout s'appuyer sur un outil qui est fiable et qui garantit une remise 100% XBRL. On a une présence forte en Europe sur ces reportings-là, mais on est aussi présent aux États-Unis et puis voilà, juste en quelques mots, la présentation de la société de partenaires. Alors, depuis 3 ans, on a parlé des fameuses ENS et des fameux QRT. Aujourd'hui, un reporting Solva ou des ENS, c'est quelques milliers d'indicateurs financiers qui sont liés à fréquence annuelle ou trimestrielle vers le régulateur qui est la CEP. Aujourd'hui, il existe ces reporting réglementaires au format XBRL, mais il existe aussi d'autres reporting réglementaires qui sont au format XBRL. Par exemple, on a des reportings qui détiennent des données réglementaires comme l'ORSA, le RSR, le SFCR, etc., qui sont des reportings qui sont alimentés et qui prennent des données qui sont aussi envoyées dans les flux XBRL pour être toujours en conformité avec les exigences qui sont les exigences du régulateur ACPR. Aujourd'hui, ces flux peuvent porter en fonction des entités, alors aussi vont porter sur le groupe, aussi sur le solo, si on a une société où il y a une entité consolidante. Alors, les données réglementaires aujourd'hui qui sont produites, elles proviennent de plusieurs filières, filière comptable, filière risque, d'autres filières aussi. Et aujourd'hui, les données au format XBRL, on a des données qui sont en rapport avec les fonds propres, des données de cette famille dont on a parlé, des données de rentabilité, des données liées aux activités, et puis aussi au placement. Donc, ça fait quand même énormément de données qui sont présentes dans ces flux. Il faut savoir que on va dire, dans la majorité des cas, la production de ces flux XBRL se fait en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'on n'a pas un produit qui va aller directement générer depuis les données comptables du flux XBRL. Donc, on va plutôt aller récupérer, on va faire une collecte d'informations, on va travailler sur les données, on va préparer un reporting XBRL en alimentant les différentes données avec quelquefois des réconciliations, des arrondis pour vérifier, puisque XBRL ne permet pas l'arrondi, pour vérifier que les données sont 100% valides. Et il va nous arriver de faire des ajustements en bout de chaîne. Alors, ce qui veut dire que lorsque on a produit ces mêmes données pour d'autres reportings qui ne sont pas XBRL, on repart des mêmes sources, donc comptables et risques, on va reproduire le même calcul, mais on a des écarts. Mais on est obligé de faire des ajustements. Donc ça, c'est un cas qui est récurrent. Et on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas et on n'exploiterait pas ces flux XBRL pour pouvoir être sûr finalement et d'avoir une cohérence entre les données légales qui sont envoyées vers le régulateur et puis les données qui sont aussi produites
soit pour le régulateur ou soit qui sont publiés, comme on le verra dans la démonstration, sur les données légales qui sont produites sur les sites des sociétés. Dans ce contexte-là, il y a un besoin, enfin ce besoin est arrivé. Ce besoin, il a été aussi motivé par deux besoins qui ont été exprimés par deux de nos clients. Le premier est une autorité d'assurance qui avait besoin d'exploiter ces données-là pour pouvoir produire des statistiques à la profession. Donc, ils nous ont dit comment est-ce qu'on peut récupérer ces flux. On ne sait pas les lire lorsqu'on charge une base, une base de données ne les reconnaît pas. Et donc, on avait un besoin de collecte massif d'informations XBRL provenant de différentes entités pour générer des moyennes, des statistiques, des comparaisons qui sont ensuite mises à disposition de la profession. Donc ça, c'était un premier besoin qui était un besoin plus, on va dire, un peu régulateur. À côté de ça, on a eu un autre de nos clients qui nous a dit, écoutez, je dois produire mon rapport ORSAM et les contrôleurs ACPR, lorsqu'ils comparent nos flux qui sont produits par Nodias XBRL et puis les flux ORSA, ils remarquent des écarts. Et donc, ça nous prend un temps fou pour réconcilier les données avant de produire quelque chose. Donc, on a été retoqué, c'est très embêtant, ça touche la direction générale. Il faut à tout prix avoir une solution et c'est souvent pour des erreurs d'arrondi. Et effectivement, la donnée XBRL a un côté légal et on a besoin de s'assurer que les données que l'on produit pour les reportings qui ne sont pas des reportings XBRL soient exactement les mêmes que les données qui sont produites pour le reporting XBRL. Donc, on avait ces deux besoins qui étaient en face de nous et puis on s'est dit, OK, on va essayer d'y répondre. Donc, on a développé une base de données XBRL qui a été adaptée à un contexte qui pouvait répondre aussi bien à une demande de régulateurs pour leurs statistiques et pour fournir, par exemple, bon, là c'était le cas, d'ailleurs c'était la Fédération française d'assurance qui nous a sollicité pour préparer une base de données et avoir une base de données capable de générer des statistiques fiables, eu à répondre à un besoin client pour pouvoir répondre à cette problématique de production de l'ARSA. Donc, cette base de données, elle a aussi trois objectifs. Avant tout, elle a un objectif de gain de temps, puisque lorsqu'on a besoin de sortir notre reporting, on n'a pas besoin de redemander les données à la filière comptable, de revérifier, de confirmer que tout est OK. Donc, un gain de temps, puisqu'on est sûr que de toute façon, la donnée qu'on va envoyer, elle est en plus assez détaillée dans les liasses XBRL pour pouvoir être calculée et présentée avec un gain de temps. On peut avoir des meilleurs visuels et surtout, on a une cohérence entre les reportings. Alors, cette solution-là, c'est une solution technologique, c'est une base de données, mais aussi, au même titre qu'on a des solutions qui sont basées sur Excel pour la production des flux XBRL, on s'est attaché à proposer une base de données qui soit ouverte à tous les outils de reporting. Par exemple, pour le client qui avait sa problématique ORSA, il utilisait un outil qui s'appelle Qlik, un outil de BI qui s'appelle Qlik. Il y a des outils aussi Power Pivot Microsoft, qui est un outil quasiment gratuit, qui est fourni dans dans la suite Microsoft. Et on s'est attaché à pouvoir donc mettre à disposition une base de données simple qu'on peut requêter simplement pour pouvoir extraire les données qui nous intéressent et puis produire les données qui vont être nécessaires à l'ORSA, au RSR ou au SFCR. Voilà, ça c'était quand même les prérequis de base pour pouvoir être sûr de la qualité de cette base et d'être sûr de la qualité des données qu'on va mettre à disposition à travers nos outils BI. Donc, ce module, il cherche l'ensemble des taxonomies. On peut aussi bien mettre des liasses pour les ENS, qui sont produites via les ENS, des liasses qui vont être produites par fréquence trimestrielle ou annuelle, et pareil pour les. Demain, s'il y a d'autres reporting, et ça arrive, XBRL, on pourra les charger de la même façon dans cette base de données. Donc, l'utilité, on va essayer de l'expliquer au travers de quelques questions qui étaient récurrentes. Donc, la première, c'était comment est-ce qu'on pouvait, voilà, on a essayé de répondre à comment est-ce qu'on pouvait exploiter les fichiers XBRL. Donc, ça, on l'a fait au travers, on va parler un peu technique, mais au travers
ce qu'on appelle un modèle en étoile, donc une base de données qui est requêtable par n'importe quel outil d'analyse en SQL. Cette base de données, elle s'appuie sur des tables qui sont des tables à plat, dans lesquelles on va avoir des indicateurs qu'on va pouvoir récupérer. On s'est attaché aussi à fournir une base de données qui, pour des clients peut-être d'un peu plus grande taille, donc qui ont besoin d'alimenter leurs outils directement dans leur CRM. Donc, on avait besoin d'automatiser ça au travers d'API pour pouvoir extraire des données de façon simple avec une API. Les données, on va les mettre à disposition dans n'importe quel outil comme type CRM. Et aussi, c'est accessible via notre taille en mode automatique ou en mode manuel. Il faut savoir, ça c'était aussi une grosse problématique qu'on a eu à gérer techniquement avec XBRL, alors que les taxonomies évoluent dans le temps. Donc, depuis un an, les taxonomies évoluent à fréquence annuelle avec des changements qui peuvent être mineurs ou des changements qui peuvent être majeurs. Donc on avait besoin de garantir que les données qu'on allait comparer ils soient aussi compatibles avec ces évolutions réglementaires. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour ça, on n'a pas eu d'autre choix que de prévoir au niveau du stockage de la base un stockage des taxonomies. Donc, on stocke les taxonomies, on assure une veille réglementaire sur ces taxonomies et on ouvre finalement ces données-là à la requête sans problématique pour celui qui va récupérer les données, de savoir si ces données portent sur des présentations XBRL qui sont différentes d'un arrêté à un autre. On va juste aller récupérer l'indicateur qui nous intéresse et on va pouvoir comme ça le présenter. Donc, avant de passer à la démonstration, il faut savoir que cette base, comme je vous l'ai dit, elle est complètement requêtable par l'ensemble des outils du marché. Et on peut aussi, en mode API, récupérer que certaines données qui vont nous intéresser pour un usage, par exemple, interne ou pour un usage de la direction. Alors, tout ça, ça nous fait dire qu'en termes de contexte, donc c'est des meilleures pratiques pour récupérer toutes les données d'un référentiel. Que ce référentiel soit XBRL ou non XBRL. Alors pourquoi? Parce qu'on a la possibilité, on offre la possibilité aussi de pouvoir, vu qu'on requête au travers d'un outil BI, de pouvoir mixer des données qui vont produire des liasses XBRL et aussi d'autres données qui vont provenir d'autres liasses. D'ailleurs, on va le voir dans une petite démonstration que je vous ai faite pour générer un reporting comme par exemple le reporting RSR. On a des données qui proviennent du flux XBRL, mais on a aussi d'autres données. Et si on a envie d'automatiser la production de ce rapport et gérer l'ensemble du flux, vu qu'on est dans une base qui va simplement aller requêter notre base XBRL, on va pouvoir mixer des données qui proviennent de notre base et puis aussi d'une autre base, d'un autre fichier Excel. Notre modèle de données, il est construit dans ce sens afin d'exploiter aussi toutes les taxonomies aujourd'hui du marché sur les arrêtés, mais aussi les taxonomies à venir. Franck pourra vous confirmer que le format XBRL est un format qui est largement utilisé aujourd'hui et qui va être de plus en plus utilisé par les régulateurs. Alors, un petit schéma technique. Donc, on voit qu'on a notre base de données XBRL qui va être alimentée par les ONS, les QRT et d'autres flux. À côté de ça, on va aller alimenter notre outil de BI et cet outil de BI va pouvoir être requêté via Excel, comme on va le faire dans la démo, et pour préparer du reporting Lorsa, du RSR, du SFCR directement, ou même du reporting interne pour pouvoir mixer des données qui vont provenir, par exemple, des données publiées sur le nombre de contrats vendus sur les années précédentes qui ont été déclarés, et puis des objectifs à tenir pour offrir des infographies directement aux administrateurs et à la direction. Voilà, alors là, je vous ai préparé, lorsque la présentation, si vous la demandez, elle sera diffusée, je vous ai préparé des copies d'écran de la démonstration qui seront livrées dans les slides. Et puis là, on va passer, si vous êtes d'accord, à la démonstration.
Au niveau de cette démonstration, on s'est attaché à aller récupérer un rapport SFCR d'une mutuelle qui est complètement publique, qu'on a trouvé sur le net, qui est la mutuelle du PIO. Donc, on va aller chercher sur Google, on récupère donc le reporting qui nous intéresse, on l'ouvre, on télécharge le rapport et on va aller s'attacher à voilà, un premier tableau au niveau du SFCR qui est le rapport de performance sur la souscription du parc entre l'année N et l'année N-1. Alors là, on a de la chance, l'ensemble de ces indicateurs-là existent dans les liasses XBRL. Donc, si on était dans un schéma standard, on aurait eu à aller récupérer les informations du système comptable, peut-être du système de gestion commerciale, pour pouvoir alimenter ces tableaux sur 3 ou 4 arrêtés. Donc, ces tableaux sont disponibles dans XBRL. Donc, maintenant, on va vous montrer au travers là, de Power Pivot. Donc, alors pourquoi Power Pivot? Parce que avec Franck, lorsqu'on a monté le prototype, voilà, c'était plus simple d'utiliser cet outil-là puisqu'il est largement répandu, et ça évite d'avoir à s'équiper d'un outil BI qui, pour certaines assurances mutuelles, peut ne pas être nécessaire. Donc, on se connecte. Donc là, on va aller se connecter sur notre base de données. Donc, on va aller chercher au niveau de notre base de données. Donc, voilà, alors je me connecte, on met les droits. On se connecte à la base. On a notre modèle de données là qui est ici présent. On va aller chercher, donc nous, on a des tables qui sont des tables de faits avec les indicateurs. On va aller donc nous récupérer les données qui nous intéressent dans les tables de faits. Alors là, ce que vous remarquez, c'est que, vous voyez, on n'est plus du tout en train de parler d'XBRL, on n'est plus en train de parler de dimensions, de faits. On va juste aller chercher un indicateur qui nous intéresse pour un arrêté qui nous intéresse. Et tout ça au travers d'Excel. Donc voilà, alors là, on voit l'ensemble de la base. Alors, pour nous repérer, on va utiliser les DPM. Alors, je suis juste un petit peu trop vite. Je vais un tout petit peu revenir. Donc, ce que je vous expliquais aussi, c'est que on a la possibilité, vous le voyez, là, je vais créer un nouveau fichier Excel, donc dans lequel je mets un peu n'importe quelle donnée, et j'ai envie de mixer avec mes flux XBRL. Donc là, je vais me connecter sur la base avec ce nouveau fichier qui détient, par exemple, un complément d'information, même si là, dans le rapport, on n'en a pas besoin puisque l'ensemble des données est dans l'alias XBRL. Et puis, on aurait pu imaginer qu'on allait ajouter des nouvelles données. Donc là, on retrouve notre tableau. Donc, on retrouve nos tableaux avec les informations sur les cotisations, sur 2 arrêtés. On aurait pu le faire sur plus d'arrêtés. Et là, c'est très important, c'est que pour nous retrouver, vous voyez, on s'est appuyé sur les codes DPM. Alors, les codes DPM sont les fameux codes qui sont livrés dans la note technique ACPR qui accompagne la taxonomie et qui servent à la production des rapports. Donc, c'est quelque chose qui est largement documenté et de toute façon qui est aussi mis à disposition dans le cadre de notre veille réglementaire. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors les 2 premiers, je voulais les faire à la main, et puis les autres, on peut complètement les automatiser et aller chercher les données. Alors, on voit que dans les liasses XBRL, comme je vous l'ai expliqué, les données sont sans arrondi, donc sont détaillées au centime près. Et puis là, on doit les présenter de manière agrégée. Mais la donnée en elle-même qu'on transporte, c'est la donnée de l'alias. Donc, c'est juste après de la présentation Excel. Mais la donnée qu'on met à l'intérieur du rapport est une donnée qui est à l'équivalent de la donnée légale. Donc là, on alimente un premier tableau et puis un second tableau qu'on avait aussi dans ce SFCR, qui est plus sur les données comptables liées à l'activité économique. Donc, on va aller chercher le code DPM qui nous intéresse dans la table pour l'entité, pour notre entité, et on va aller alimenter notre tableau qu'on va récupérer de manière automatique cette fois-ci.
Alors, je vais vous montrer aussi qu'on peut générer un graphique associé à ce tableau. Donc, on le voit, lorsqu'on va aller coller les valeurs, on va avoir notre bilan prudentiel et puis les fameux indicateurs qu'on rapporte qui vont être automatiquement présentés de manière graphique dans le tableau pour mieux documenter. Et ça se fait de manière relativement simple puisque c'est complètement basé sur Excel. Donc, pour vous montrer, donc on reprend notre fameux tableau qu'on avait trouvé sur le net. Et puis là, on va avoir en vis-à-vis le rapport qui a été préparé au travers des liasses XBRL qui pourra être complètement inséré avec des liens Microsoft simples dans le rapport à produire le fameux SFCR. Voilà, donc là, on vient de voir comment très rapidement, on a pu préparer un rapport SFCR en étant surtout rassuré sur la qualité de la donnée qu'on a envoyée, puisque la donnée qu'on a envoyée est de la donnée légale. Donc, s'il y a des tableaux, on a d'autres données à rajouter, on peut, comme je vous l'ai montré dans cette démonstration, facilement connecter une autre base de données et avoir d'autres éléments. Voilà, donc en conclusion, donc, qu'est-ce qu'on peut garantir avec ce type de reporting et ce type de… On va commencer. Donc, c'est qu'on peut automatiser la préparation d'un certain nombre d'informations qui sont présentes dans les rapports de solvabilité. On peut s'assurer de la cohérence entre les états réglementaires et les rapports de solvabilité qui ont été transmis au superviseur. On peut améliorer aussi les rapports de présentation et les rendre ainsi plus attractifs. Et on va aussi surtout faciliter la communication avec l'organe de gouvernance et pourquoi pas les adhérents, enfin, si on est dans un groupe, voire en interne préparer d'autres tableaux avec d'autres données qui vont être présentées. Alors, un des intérêts aussi, ça peut être, par exemple, de suivre au travers des remises trimestrielles ces informations pour, avant la production annuelle, avoir déjà une première tendance sur les données que finalement on va devoir remettre dans nos rapports annuels. Voilà, donc moi, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Steve, pour cette présentation. Effectivement, c'est un projet sur lequel on a pu collaborer, participer vraiment pour apporter la vue métier. C'est vrai qu'il y a un intérêt certain pour pouvoir utiliser toutes ces informations produites au format XBRL et leur trouver finalement un intérêt, que ce soit pour l'ORSA ou pour rendre cohérent nos rapports de solvabilité. Et effectivement, c'est une solution pour laquelle il y a une valeur ajoutée certaine. Alors, peut-être une ou deux questions, Steve, avant de conclure ce webinaire. Est-ce que, par exemple, un client qui ne serait pas client UB Partner pour la conversion XBRL sur tous les états réglementaires, est-ce qu'il pourrait quand même bénéficier de cette solution? Oui, tout à fait. Donc, XBRL est un format qui est un standard. Donc, XBRL est un standard. Donc, les liasses XBRL se font selon les taxonomies qui sont des taxonomies publiques partagées par l'ensemble des éditeurs qui produisent des liasses XBRL. Et on pourrait sans aucun problème récupérer, d'ailleurs pour le fameux client pour lequel on a travaillé, qui était un grand groupe d'assurance, il n'utilisait pas nos solutions pour la production de liasses XBRL et on a complètement ingéré les données et préparer les reporting, préparer les données nécessaires à la production de son ORSA. Oui, bien sûr, tout à fait. Et alors, même si je connais un peu la réponse de mon côté, pour la partager avec les participants, est-ce que c'est une solution qui est complexe à mettre en œuvre? Quel temps ça prend? Sous quel délai on peut atterrir pour commencer déjà à utiliser ces données XBRL et recycler ces informations réglementaires? La solution, elle a été complexe à mettre en œuvre de notre côté. Donc, c'était effectivement très compliqué parce qu'on s'appuie, il fallait qu'on stocke en base un référentiel qui est un référentiel mouvant, qui est public. Donc, ça, c'était assez compliqué parce que lorsqu'on prépare un modèle de données, normalement, on doit le préparer sur un modèle qui est arrêté. Donc, il fallait trouver un modèle de présentation et puis une approche technologique qui était pas simple.
Et justement, on a pu s'appuyer sur notre processeur agnostique pour pouvoir proposer cette solution. Et aujourd'hui, on l'a largement testé. D'ailleurs, elle est utilisée déjà par plusieurs régulateurs, donc ce qui prouve sa qualité. Mais encore une fois, le point le plus simple, au même titre qu'au niveau de la production d'Elias XBRL, on s'appuie sur un pivot Excel. Pour la production de ce reporting, c'est complètement ouvert. On se connecte au portail, on charge des bases. Une fois que les données sont chargées en base, on peut requêter de manière simple au travers du code DPM, qui est le code qui est utilisé aujourd'hui par tous les gens du métier, aller chercher les données qui nous intéressent dans la base au travers des codes DPM sans aucune complexité technique. Parfait. Merci beaucoup, Steve, pour Avec plaisir. Pour ta présentation. Alors, du coup, quelques mots de conclusion. Déjà, pour remercier nos 3 partenaires, Zion, Simut et UB Partner, d'avoir répondu présent à notre invitation. Et merci d'avoir partagé vos innovations et vos projets courants. Merci aussi aux participants de nous avoir donné un peu de leur attention et de leur temps. Et aussi pour information, on a un prochain webinaire qui est planifié le 8 décembre et qui aura pour objet le plan stratégique en assurance. Donc, si ce sujet vous intéresse,